Bonsoir. Nous avons consacré nos 2 dernières émissions à un classement des conflits dans le monde actuel. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la recherche des fractures qui se dessinent pour le XXIe siècle. Le XIXe fut peut-être celui des conflits entre les États-nations, le XXe, le conflit des idéologies. Alors qu'en sera-t-il pour ce siècle qui va commencer ? Au fond, nous sortons d'un monde qui ne faisait pas dans la nuance, un monde en deux couleurs. Jusqu'en 1989, on a d'un côté le bloc occidental qui fait corps autour de la puissance américaine, et en face, l'empire du mal, comme l'appelait le président Reagan, c'est-à-dire l'empire soviétique et ses satellites. Entre l'Est et l'Ouest, les lignes de partage sont là. L'une divise le détroit de Bering, l'autre sépare l'Europe, c'est plus grave, cela s'appelle le rideau de fer. Je ne dis pas que les choses étaient simples, mais au moins elles étaient claires. Chacun était bien l'ennemi pour l'autre. Or maintenant, on est sorti de ce schéma, donc la question est de savoir vers quelle configuration on se dirige. Qui va être l'ennemi? Et l'ennemi pour qui? Réfléchissons. Regardez les principales religions dans le monde. Voici les chrétiens, catholiques et protestants, avec des zones de chevauchement et même de conflits, comme en Irlande. Leur nombre, entre 1950 et 1990, est nettement en augmentation d'ailleurs. Voici les régions où vivent les chrétiens orthodoxes, celles où vivent les hindouistes, puis les régions bouddhistes, les régions où se pratique largement l'animisme, et enfin les zones où les musulmans sont majoritaires. Bien sûr, tout ceci n'est qu'indicatif, nous ne faisons pas figurer la religion juive, les religions taoïstes ou shintoïstes, d'autres encore, cela n'a rien d'exhaustif. Mais restons un moment sur le monde islamique. Comme la religion chrétienne au XVIIIe, au XIXe siècle, l'implication de la religion musulmane aujourd'hui est fréquente dans les conflits. Algérie, Égypte, Soudan, Turquie, Bosnie, Tchétchénie, Iran, plus le terrorisme se revendiquant comme islamique. Et cette implication est plus élevée que n'importe quelle autre religion. Résultat, il y a évidemment perception d'une menace. Or, ce constat est faux, car ce n'est pas la religion musulmane qui menace, ni les musulmans eux-mêmes. Ce sont soit des dirigeants politiques, comme en Iran, soit des groupuscules, nombreux, radicaux, fragmentés. Le problème, c'est que les amalgames sont faits et que certains analystes estiment que la religion est en train de devenir, comme d'ailleurs elle a été souvent dans l'histoire, un nouveau facteur de guerre, voire un nouveau paramètre géopolitique qui préfigurerait les conflits du XXIe siècle. Eh bien, c'est la thèse d'un professeur américain à Harvard qui s'appelle Samuel Huntington, qui estime qu'il y a au fond 3 grandes civilisations dans le monde. L'Occident chrétien, l'Asie confucéenne, l'arabo-islamique. Et pour Huntington, les conflits du XXIe siècle ne seront pas idéologiques, mais ils seront culturels et religieux, selon, en simplifiant, le mécanisme suivant. Nous savons qui nous sommes, si nous savons qui nous ne sommes pas, et si nous avons bien défini notre ennemi. Donc les actuelles recherches des identités pourraient déboucher sur des guerres ethniques, c'est-à-dire des conflits de culture et par extension de civilisation, principalement entre le monde musulman, le monde chrétien et le monde asiatique. Et puis la thèse de Huntington semble validée avec ce qui vient de se passer en Europe, c'est-à-dire précisément en Bosnie, qui est justement aux limites entre 3 mondes religieux, musulmans, catholiques et orthodoxes. Alors de quoi s'agit-il? Regardons sur la carte. Lorsqu'on était sous le schéma Est-Ouest, la Turquie et la Grèce se trouvaient côte à côte dans l'Alliance atlantique, car ces pays devaient faire face au pacte de Varsovie et à l'Union soviétique. Aujourd'hui, le pacte de Varsovie est dissous, l'ennemi commun a disparu, et dès que surgit le premier conflit post-guerre froide, apparaissent de nouvelles alliances. Aux côtés des Bosniaques, on voit se ranger la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran. Aux côtés de la Serbie viennent se ranger la Grèce et la Russie. Le premier alignement recoupe des affinités liées au monde musulman, le second des affinités liées au monde orthodoxe. Eh bien, les rapprochements se font là sur des bases religieuses et culturelles et non plus idéologiques ou politiques. Selon le professeur américain, c'est sur ce terrain-là que se dessineraient les lignes de rapprochement et de fracture pour le siècle prochain.
Alors maintenant, faisons la critique de cette thèse. On ne peut pas parler d'un monde musulman. Il y a les Arabes, les Perses, les Turcs, qui se méfient les uns des autres et parfois se font la guerre, comme la Turquie avec l'Irak, ou bien l'Iran et l'Irak. C'est vrai qu'il y a une attitude anti-occidentale de la part de la jeunesse musulmane, ou que le terrorisme islamique se nourrit d'une haine de l'Occident. Mais il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de stratégie d'ensemble. Il y a simplement des coups répétés, efficaces, spectaculaires. Et puis l'intérieur même du monde arabe, les peuples et plus encore les chefs d'État se jalousent depuis les indépendances. À vrai dire, je trouve que le professeur américain et les journaux qui savent que la peur fait vendre nous fabriquent une nouvelle menace bien inquiétante, donc bien rassurante. Après le péril jaune au XIXe siècle, le péril rouge au XXe, voici le péril vert dont les Occidentaux ont sans doute bien besoin pour se stimuler eux-mêmes. Côté Asie maintenant, il est excessif d'écrire que l'on va vers une confrontation de civilisations. Rappelons tout de même qu'il y a de plus en plus d'immigrants asiatiques aux États-Unis ou que les États-Unis investissent massivement en Asie du Sud-Est et en Chine et disposent de ce fait, dans cette région, de leviers pour plusieurs décennies à venir. Et puis comment laisser de côté les rivalités ancestrales entre Vietnam et Chine, entre Chine et Japon, entre Japon et Corée. On ne peut pas parler d'un bloc confucéen, un bloc asiatique, car les sous-cultures et les sous-groupements religieux sont très nombreux. Alors que retenir de tout cela? Il y a comme quelque chose d'insuffisamment fouillé dans cette thèse. Il faut bien voir que la démocratie n'a plus d'adversaires, elle n'a plus que des marchés à conquérir, et cela lui sert de politique étrangère. La seule réponse globale pour le moment, c'est la réponse américaine qui, après la victoire de l'économie de marché, cherche à passer à la société de marché. Le mythe du développement est mort, et la seule solution de remplacement proposée, c'est le marché. Or, nous ne serons pas riches, seuls, longtemps. Dès lors, quelle sera la source majeure des conflits des temps qui viennent? Le retour des nationalismes, l'absence de centralité qui se dessine partout, un capitalisme totalitaire face à la grande pauvreté mondiale? Pour le moment, évidemment, il n'y a pas de réponse. Dès lors, l'ennemi réel et inventé, c'est le fondamentalisme religieux. On a donc un petit peu l'impression que Huntington pratique une géopolitique à l'estomac, car il sait très bien que l'application à l'histoire de modèles globalisants est rassurante grâce à la sensation de perspective que cela donne. D'ailleurs, les cartes elles-mêmes rassurent de la même façon, car on a l'impression d'avoir compris. Or, la réalité du monde oblige à être plus fin, plus précis, les choses sont plus complexes, les tâtonnements plus nombreux, et c'est cela qu'il faut accepter. Sur ce sujet vaste et imprécis, je vous conseille d'aller voir une exposition au Musée des Arts et Traditions Populaires à Paris, à la Porte Maillot, une exposition sur la différence. Comment est-ce qu'on aborde la différence? 3 musées exposent leur manière d'exprimer la différence. Je vous conseille aussi de lire le numéro d'Esprit de janvier 97 sur la fièvre identitaire. Sur les relations internationales, Le Monde diplomatique vient de sortir un CD-ROM qui reprend tous ses articles de 1989 à 1996. Pour une longue perspective historique, je vous conseille de lire Diplomatie de Henry Kissinger, édité chez Fayard. Kissinger est à la fois un acteur politique majeur aux États-Unis, il a été secrétaire d'État plusieurs années, et puis c'est un analyste. Et puis une géographie culturelle de Paul Claval, qui est édité chez Nathan. Et enfin, aux Maisons des cultures du monde, un très intéressant atlas de l'imaginaire.